L'aube Saint-Martin-des-Bois portait un genre de silence qu'on ne trouve que quand quelque chose s'apprête à finir. Pas un silence vide, mais un de ceux qui pèsent doucement dans l'air comme si tout le village retenait sa respiration. Gabriel, depuis l'entrée de sa vieille menuiserie, observait les murs comme on regarde un ami d'enfance avant un long adieu. Ses mains, habitées par des années de gestes répétés, caressaient une dernière fois l'établi plein de marques, de poussière, de souvenirs figés dans le bois. Là où tant d'armoires, de bancs et de jouets avaient vu le jour, il ne restait qu'un morceau d'entaille dans le mur, jamais fini, comme suspendu dans le temps. Il souffla un petit « Elles comprendront », tout bas, rien que pour lui, parce que s'il disait ça trop fort, il aurait peut-être craqué. Il avait vendu l'atelier, pas pour l'argent, ni par lassitude. Non, c'était pour ses filles, pour leur offrir une vie ailleurs, plus large que les frontières du village, plus libre que tout ce que lui avait connu. Ce n'était pas une simple vente, c'était un arrachement, une façon de couper ses racines pour faire pousser les leurs, même plus loin. Ce matin-là, les jumelles Chloé et Camille, vêtues pareilles comme toujours, mettaient leur cartable dans le car scolaire. Elles avaient à peine 8 ans, le regard curieux mais aussi un peu serré par l'inconnu. Par la vitre, elles agitaient la main, le sourire grand comme les champs qui entouraient Saint-Martin. Gabriel leur répondait, la main levée, mais les yeux brillants de larmes qu'il ne voulait pas laisser tomber. Il souriait aussi, forcé, avec ce genre de sourire qui dit plus de choses qu'un long discours. Au loin, les cloches de Montreuil-l'Abbaye résonnaient entre les collines, humides, un son profond, familier, mais ce jour-là, il sonnait comme un écho triste, un peu étouffé par le bruit du car qui s'éloignait. Quelques voisins regardèrent de Gabriel depuis leur porte, certains avec une forme de respect silencieux, d'autres avec cette pitié discrète qu'on n'ose pas exprimer. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que ce geste-là, silencieux, modeste, allait traverser les années. Une seule décision, pleine d'amour, allait laisser une trace bien plus profonde que n'importe quel meuble. Dans les couloirs, au clair du lycée municipal de Nancy, Chloé et Camille découvraient un monde qui leur paraissait d'abord trop grand, presque trop bruyant. Mais très vite, elles avaient trouvé leur repère. Chloé, avec son goût prononcé pour les mots, s'émerveillait des poèmes lus en classe, de la façon dont certains élèves récitaient Verlaine ou France Gall avec la même passion. Elle s'attachait aux détails, aux phrases qui dansaient dans l'air, et prenait l'habitude d'écrire chaque soir une petite pensée dans un carnet qu'elle cachait sous son oreiller. De son côté, Camille trouvait refuge dans les lignes droites et les formes nouvelles. Les cours de technologie et les ateliers de dessin la fascinaient. Elle rêvait déjà de construire des maisons tout en verre et béton, perchées sur les collines du sud. Elle remplissait ses cahiers de plans, de ponts imaginés et de toits végétalisés. Pour elle, l'avenir devait se bâtir avec des idées solides. Les deux sœurs, le soir venu, s'installaient côte à côte sur leurs lits superposés, la lumière faible d'une lampe entre elles. Elles écrivaient à leur père avec une tendresse enfantine, mais pleine de volonté. « On reviendra, papa. Un jour, on te montrera tout ce qu'on a appris ici. On reviendra avec fierté. » Le papier sentait l'encre fraîche et les biscuits glissés dans les colis des fins de semaine. À Saint-Martin-des-Bois, Gabriel attendait chaque lettre comme on attend la pluie en été. Il ouvrait l'enveloppe lentement, comme si le papier risquait de se casser. Chaque mot était lu 2 fois, parfois 3. À chaque fois, il pliait soigneusement la lettre et la rangeait dans une boîte en fer sous le lit. Chez lui, rien n'avait changé à part l'absence. La maison, un petit toit en ardoise accroché à la colline, abritait ses silences. Le kick dimanche. Il répondait sur du papier blanc, des phrases simples, parfois juste une ligne ou deux, souvent pleines de points de suspension. Il écrivait plus avec l'absence qu'avec l'encre. En semaine, il vendait quelques petits meubles, à la marché de Toul et réparait des réveils fatigués dans son atelier rouvert. Peu savaient que chaque soirée se terminait de la même manière. Gabriel, assis face au vieux portrait de ses filles, les doigts posés sur le bord du cadre, les yeux pleins de mots jamais écrits. 25 ans avaient passé, comme un souffle, long et silencieux.
À Saint-Martin-des-Bois, les jours se ressemblaient encore. Les volets s'ouvraient avec le même grincement. La boulangerie sentait toujours la baguette chaude et les cloches continuaient à sonner midi et 19 heures. Mais, ce matin-là, 2 grosses voitures noires, bien trop luisantes pour la poussière tranquille des ruelles, se garèrent directement devant le vieux bâtiment où Gabriel avait autrefois sculpté sa vie. L'atelier, devenu entre-temps un café touristique un peu laissé de côté, traînait encore une enseigne défraîchie. Chez Joe, souvenirs et boissons fraîches. Les habitants du village levèrent les yeux, curieux, arrêtant brièvement leurs gestes. Des portières sortirent Chloé et Camille, tirées à 4 épingles, élégantes, lunettes de soleil foncées, manteaux bien coupés. Elles étaient grandes maintenant, droites dans leurs bottes, teintées de ville. Le contraste avec la terre battue d'enfance se voyait tout de suite. Le pas était assuré, mais leur regard hésitait. Devant elles, Gabriel, un peu voûté, les cheveux blancs étalés sur la nuque, les mains rugueuses visibles même au repos. Il les regardait comme s'il cherchait à retrouver dans ces 2 femmes les fillettes aux nattes légères qu'il avait laissées partir. Les premiers gestes furent timides. De part et d'autre, des sourires trop polis, une étreinte un peu sèche, des mots qui se marchèrent dessus, comme si chacun se souvenait d'une histoire différente et qu'aucune version n'était complètement fausse. Gabriel les fit entrer, et malgré la gêne, il prépara du café exactement comme avant, lentement, sans dire grand-chose. Il posa 3 tasses sur la table près de la fenêtre, l'endroit précis où trônait autrefois sa vieille plane, en bois. Assises côte à côte, Chloé et Camille inspirèrent profondément. Chloé prit la parole, comme toujours. Elles avaient un projet, disait-elle. Elles voulaient racheter l'endroit, reconstruire l'atelier, mais cette fois en faire un centre culturel pour le village. Un lieu de transmission, d'apprentissage, d'échange. Un endroit offert à la mémoire. Gabriel les écoutait, souriant par réflexe, mais sans vraiment comprendre ce qui venait ensuite. Parce qu'il y avait une condition. Et cette condition-là, silencieuse jusque-là, pesa plus lourd que les années écoulées. Une décision prise ailleurs, entre 2 vies, qui allait remuer ce qu'il croyait enterré pour de bon. Camille, toujours celle qui avançait droit devant, déplia les plans qu'elle avait soigneusement préparés. Tout était là, en gros traits noirs et traits rouges précis, des idées venues de ses années d'études et de bureaux feutrés à Lyon. Elle parlait avec confiance, comme on présente un projet qu'on croit noble. L'atelier deviendrait un centre moderne, lumineux, ouvert sur l'extérieur, avec un espace d'exposition et même une petite salle de conférence. Mais pour cela, il fallait agrandir. Et l'extension impliquait de détruire une partie du vieux manoir abandonné à côté, celui que tout le village appelait encore la maison du jardin, vestige d'un autre siècle. Pour Camille, c'était une évidence. Cette bâtisse n'était plus qu'un tas de pierres à sauver ou à laisser tomber. Elle pensait que la modernité demandait des choix nets, du courage, des murs qui tombent, pour que d'autres se construisent. Gabriel, assis sur sa chaise en bois bancal, ne leva pas les yeux. Il fixait les fissures qui grimpaient lentement le long du mur, celles qu'il connaissait par cœur, comme s'il écoutait la maison elle-même réagir à la nouvelle. Il ne répondit rien tout de suite. Il entendait dans sa tête le bois craquer et protester doucement contre l'idée d'être effacé. Chloé, toujours plus attentive au rythme des autres, tenta d'adoucir l'échange. Elle savait que Camille était parfois trop directe, trop sûre d'elle. Alors elle vida sa tasse, posa une main sur le bras de son père et expliqua doucement qu'elle ne voulait rien imposer. Mais les tensions entre les sœurs flottaient dans l'air comme une poussière qu'on ne peut pas balayer. Il y avait des mots non dits, des désaccords de fond. Gabriel, lui, sentait son cœur se serrer. Il n'avait pas seulement l'impression de perdre l'atelier une seconde fois. Il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose de plus intime encore, le regard franc de ses filles, ce lien simple qu'il croyait inaltérable. Il recula dans ses idées. Le rêve de renouveau qu'elle portait devenait soudain une
menace, un risque d'effacer ce qu'il avait protégé toute sa vie. Le soir venu, seul dans sa chambre, la lumière d'une lampe faible dessinant des ombres tordues, il regarda les photographies posées sur la commode. Dans un murmure à peine audible, il lâcha « Est-ce que j'ai eu tort de les laisser partir si loin ?» D'ici, à contre-cœur, mais avec un sourire figé, Gabriel accepta de suivre leurs idées, ou du moins d'y croire un peu. Il n'avait pas vraiment dit oui, il n'avait pas vraiment dit non non plus. Il se contentait d'être là, présent à chaque étape du début du chantier, un peu comme on observe une tempête arriver sans savoir s'il faut se préparer ou simplement laisser passer. Camille, tablette en main, marchait autour du terrain, relisant les plans, zoomant sur les modèles, en 3 dimensions, notant des chiffres. Elle faisait glisser ses doigts sur l'écran, corrigeait des détails, mais en vérité, elle ne voyait pas le sol sous ses pieds. Ni les feuilles sèches, ni les éclats de bois qui s'y mêlaient. Des restes de ce qui avait été là avant. Chloé, elle, s'éloignait peu à peu de l'agitation du chantier. Elle passait désormais ses journées à visiter les écolettes de la région, les centres associatifs, le bureau du maire. Elle parlait du projet, bien sûr, mais surtout, elle l'écoutait. Des voix tranquilles lui racontaient l'histoire du village, les souvenirs partagés, l'importance du vieux manoir, des ruelles étroites, des traditions tenaces. Et plus elle avançait entre les murs écaillés, plus un vide discret grandissait en elle. Elle ne savait pas le nommer, ce mélange de nostalgie et de doute, mais il était bien là, comme si quelque chose de précieux lui échappait. Entre le bruit des pelleteuses et les discours enthousiastes, la tension montait doucement. À Saint-Martin-des-Bois, certains jeunes, pleins d'idées et de rêves, voyaient dans le centre culturel le début d'un nouvel avenir, plus ouvert, plus moderne. Ils parlaient de dynamiser le tourisme, de créer des ateliers, d'amener du monde. Mais les anciens du village, eux, n'étaient pas tous rassurés. Ils disaient qu'on ne bâtit pas du neuf sans risquer d'écraser l'ancien. Ils s'interrogeaient, murmurant le soir sur le banc près de la fontaine. Et si tout ça nous effaçait un peu? Gabriel, sans le vouloir, était devenu un pont. Tôt chaque matin, il se tenait près des ouvriers, observait, écoutait les discussions sans intervenir. Et le soir, il repassait devant la vieille scierie abandonnée, pensive. Il se demandait si son monde pouvait encore trouver sa place dans celui qu'on construisait, et surtout, s'il était encore temps de relier les deux. Un matin de fin, d'automne, alors que les ouvriers retiraient les dernières plaques de bardage d'une paroi arrière de l'ancien atelier, un son creux attira leur attention. En grattant un peu plus, ils mirent au jour une cavité étroite, dissimulée derrière une cloison faite d'un vieux bois noirci. À l'intérieur, soigneusement rangés dans une boîte de fer rouillée, se trouvaient plusieurs carnets à la couverture fatiguée, aux pages jaunies par le temps. Les ouvriers appelèrent Gabriel sur-le-champ. Quand il ouvrit la boîte, ses mains tremblaient. Il reconnut immédiatement l'écriture, le style minutieux, les petites annotations dans les coins des pages. Il n'y avait aucun doute. Ces cahiers avaient appartenu à son grand-père Marcel, un homme que toute la région avait connu comme un artisan hors pair. Les croquis représentaient des outils oubliés, des assemblages complexes, des détails, d'escaliers, de charpentes élaborées à la manière des vieux menuisiers des Vosges. Ce n'était pas simplement un journal, c'était un trésor, une mémoire figée sur papier. Très vite, la nouvelle se répandit dans Saint-Martin-des-Bois. Les anciens vinrent voir, certains presque en larmes. D'autres, plus jeunes, découvraient, pour la première fois, des méthodes que même leurs professeurs n'avaient jamais évoquées. Ce qui n'était qu'un trou dans une cloison devint un point de ralliement, une fierté renaissante. Gabriel, assis dans ce qui restait de la pièce principale, tournait chaque page avec une attention presque religieuse. Il retrouvait là son enfance, quand il observait en silence son grand-père à l'œuvre, quand chaque copeau de bois semblait raconter une histoire. Une idée commença à s'installer doucement, comme un souffle. Et si la modernisation de l'atelier ne devait pas effacer la tradition, mais la prolonger? Et si,
Au lieu de tout remplacer, on tressait un lien entre hier et demain. Le soir même, il installa Camille et Chloé autour de la vieille table et posa les carnets devant elles. Il expliqua tranquillement ce qu'il pensait. Faire cohabiter l'architecture contemporaine de Camille avec un espace dédié au savoir-faire ancien, animé par la mémoire de leur famille. Chloé, émue, accepta tout de suite et parla déjà d'atelier avec les enfants du village. Camille, de son côté, fronça le nez. Pour elle, ces dessins n'étaient que des jolis souvenirs, pas une base sérieuse pour bâtir l'avenir. Camille, confrontée à l'enthousiasme croissant autour des carnets retrouvés, ne disait pas grand-chose, mais son malaise devenait évident. Lors des visioconférences avec les partenaires du groupe Horizon, le cabinet d'urbanisme parisien qui finançait une partie du projet, les choses se compliquaient. Les investisseurs réclamaient du concret, des délais tenus, un style moderne, audacieux, qui attirerait la presse régionale. Dans leurs mots revenaient sans cesse les mêmes formules: visibilité, efficacité, identité forte. Et par identité, ils n'entendaient pas la mémoire d'un menuisier vosgien, mais plutôt une architecture métallique et des lignes épurées à publier sur les réseaux. Camille hochait la tête, répondait avec assurance, mais en elle, tout s'embrouillait. Elle n'osait pas leur raconter ce qui se passait vraiment au village. Elle taisait les débats, les hésitations, les visages des habitants, attachés à leurs murs. Elle se demandait si elle avait encore une place dans ce monde qu'elle avait pourtant fui justement pour respirer. La vérité, c'est que Saint-Martin-des-Bois lui semblait minuscule comparé à ce qu'elle avait construit, à ses heures de travail, à ses années en agence, aux concours remportés. Et pourtant, chaque rue, chaque arbre, chaque pierre, d'angle, réveillait en elle quelque chose de l'enfance, quelque chose de confus. De son côté, Chloé s'encrava doucement. Un après-midi, dans la petite épicerie du centre, elle croisa Hugo, celui qu'elle n'avait pas revu depuis plus de 20 ans. À l'époque, ils passaient leur dimanche à faire des tours de vélo jusqu'au vieux moulin. Il était là, la même voix, le même sourire, les cheveux un peu grisonnants et la démarche tranquille. Hugo vivait toujours là, désormais retraité de la poste, bénévole à la bibliothèque locale. Leur conversation dura presque 1 heure. Il lui parla de ses jardins, de la maison qu'il avait retapée seul, et lui demanda: « Et toi, tu fais quoi maintenant, à part changer ?» Tout ça, elle rit, mais cette phrase resta gravée. Dans les jours qui suivirent, Chloé se prit à rêver. Elle imaginait une sorte de petite école libre, sans frais, dans l'aile ancienne du centre culturel. Un endroit pour apprendre à lire, à créer, à réparer. Mais malgré ses idées claires, une peur grandissait. Si elle ouvrait ce chemin, Camille finirait-elle par s'en aller pour de bon? Les tensions entre Chloé et Camille devinrent plus apparentes à mesure que le chantier avançait. Ce qui n'était au départ que des désaccords ponctuels sur des matériaux ou des couleurs prit une tournure bien plus profonde. À chaque réunion, les échanges s'envenimaient un peu plus. Chloé tentait toujours de rester calme, parlant, d'objectifs partagés, de respect du lieu et des gens, rêvant d'un endroit utile à tous. Camille, elle, restait droite, chiffres en main, expliquant que pour que le centre fonctionne, il devait être rapide à construire, bien présenté et rentable à long terme. On n'avance pas avec des souvenirs, Chloé, il faut de l'efficacité. Le point de rupture arriva un mercredi après-midi dans l'ancienne salle du conseil municipal, utilisée temporairement pour les réunions du projet. Camille projeta, sur le mur, une maquette en 3 dimensions de la nouvelle version du plan. Le vieux manoir, pourtant récemment classé comme repère patrimonial local, y était entièrement repensé. Sa façade aplatie, l'intérieur vidé, les poutres remplacées par du béton lisse. Aucun clin d'œil à son histoire, juste une forme pratique, propre, sans racines. Gabriel, assis dans un coin de la salle, n'avait presque rien dit jusqu'ici. Mais en voyant cette ligne droite là où autrefois il y avait du détail, en entendant parler de circulation optimisée à la place des escaliers en colimaçon, il se leva. Sans un mot pour ses filles, il sortit et rentra chez lui, le pas lent mais décidé.
Le lendemain matin, alors que les machines ronronnaient à quelques mètres de là, il ouvrit la porte grinçante de son ancienne maison. L'atelier, recouvert de poussière mais sauvé de l'oubli, reprit vie sous ses mains. Avec des planches récupérées ici et là, du bois taché, plein de nœuds et de souvenirs, il se mit à façonner un banc. Juste un banc. Il disait que ce serait le cœur du nouveau lieu, un objet qu'on ne mettrait peut-être jamais dans les plans, mais qui serait là, malgré tout. Chaque matin, il y retournait. Il rabotait, il mesurait, il assemblait lentement. Et dans chaque geste, dans chaque éclat de bois, Gabriel retrouvait ce qu'il pensait avoir perdu. Même si personne n'en voulait, il continuerait. Parce que ce banc, c'était lui, et que lui, il ne voulait plus disparaître. Camille n'en pouvait plus d'attendre. Les appels de Horizon devenaient plus fréquents, plus froids aussi. Les échéances tombaient les unes après les autres, et pour eux, le projet piétinait. Peu importait que la communauté ait besoin de temps ou que son père fabrique un banc destiné à lier les gens, comme il disait. Il voulait du concret. Camille, fatiguée, irritée par ce qu'elle voyait comme des freins sentimentaux, prit une décision. Sans en parler à personne, elle valida le lancement de la nouvelle phase du chantier. Elle envoya elle-même les consignes. Les pelleteuses pouvaient commencer, les ouvriers devaient intervenir sur l'arrière du manoir dès le lundi matin. Le matin venu, alors que la brume sortait encore des champs, des camions arrivèrent avec leurs bras mécaniques et leurs piquets de repérage. Ils s'installèrent sans bruit, mais rapidement les allées du village bruissèrent de murmures. Ceux qui passaient près de l'atelier ralentissaient. Certains faisaient demi-tour pour aller prévenir les autres, car personne n'avait parlé de travaux ce jour-là, et encore moins de machines à cette partie du terrain. C'est vers 8 heures passées qu'un voisin frappa à la porte de Gabriel. Un simple « Tu devrais venir voir ». Gabriel comprit tout de suite. Il enfila sa veste sans fermer les boutons et marcha d'un pas vif. Lorsqu'il arriva sur place, un groupe d'ouvriers était déjà en train de décharger des matériaux près du vieux mur latéral. Camille était absente. Tout se faisait derrière son écran depuis Paris, où elle avait dû repartir. Gabriel s'approcha calmement, posa sa main sur l'épaule du premier ouvrier et dit d'une voix qui tremblait à peine « Ici, on ne construit rien sans respect, ni pour le lieu, ni pour ceux qui y ont vécu. » Les ouvriers s'arrêtèrent, surpris par son ton. L'un d'eux chercha ses instructions sur son portable, mais ne savait pas quoi faire. Puis un voisin, puis 2, puis 9, vinrent se placer à côté de Gabriel. Ensemble, ils formèrent une ligne devant le terrain. Personne ne criait, mais leur présence tenait lieu de réponse. Le chantier marqua un arrêt net. Les moteurs se turent. L'affrontement ne faisait que commencer, mais cette fois, Gabriel n'était plus seul. Une guerre de famille débutait, mais Saint-Martin-des-Bois, elle, parlait enfin d'une seule voix. Il ne fallut que quelques jours pour que tout bascule dans le village. Le calme habituel de Saint-Martin-des-Bois laissa place à des conversations. Tendues sur la place, des murmures dans les boulangeries et des remarques plus franches sur les bancs publics. Camille devenait un sujet à part entière. Certains, généralement les plus jeunes ou ceux qui espéraient une bouffée économique, la défendaient. Au moins, elle agit. Mais d'autres, plus attachés à l'histoire du lieu ou choqués par sa manière brusque, parlaient de mépris, d'arrogance. La fracture était réelle. Chloé, elle, ne tint plus très longtemps. Une semaine après l'intervention des machines, elle alla trouver Camille au gîte communal, où sa sœur logeait depuis son retour. Elle frappa, entra directement, et la dispute éclata sans préavis. Il n'y avait pas de voix douce, pas de tentative de comprendre. Chacun parlait avec les tripes. Chloé reprochait à Camille de ne faire confiance à personne, d'avancer comme si personne d'autre n'était capable de réfléchir avec elle. Elle l'accusait de piétiner les sentiments des autres sous prétexte de vision. Camille répliqua sèchement, la voix ferme, mais les yeux déjà brillants. Elle lança que c'était facile de venir s'occuper des autres quand on n'a jamais eu à survivre dans une ville où la moindre faiblesse coûte une carrière. Les reproches devinrent personnels.
Et puis, dans un souffle presque crié, Camille craqua. « Tu crois que t'étais là, toi? Tu crois que papa nous a gardés? Non, il nous a laissés partir comme si le silence suffisait. Moi j'ai toujours cru qu'il ne nous voulait pas près de sa médiocrité. » Ces mots restèrent suspendus un instant. Gabrielle, qui était entrée sans qu'elle ne s'en aperçoive, resta figée. Ses mains serraient une enveloppe pleine de vieilles lettres jamais postées. Son regard tomba au sol. Il s'approcha, hésitant, puis tendit la main, cette main résistante des menuisiers, aujourd'hui tremblante, et déposa sur la table un petit cadre. Une photo des deux filles, prise devant l'école, il y a plus de 20 ans. Il murmura « Je dors avec ça près de moi tous les soirs. Je vous ai aimé, comme j'ai pu. Pas assez peut-être, mais jamais loin. » Silence. Même Camille, cette fois, ne trouva rien à répondre. Il fallut un long temps de silence, après les mots de Gabrielle. Camille n'avait pas bougé, Chloé non plus. Ils étaient là tous les trois, comme s'ils redécouvraient un souvenir ensemble. Le cadre photo posé sur la table semblait peser des tonnes. Ce soir-là, personne ne dîna vraiment. Chacun rentra chez soi avec trop de pensées pour penser à manger. Mais Gabriel, lui, ne dormit pas. Vers 22 heures, il enfila son manteau usé, prit une vieille boîte en fer rangée tout au fond de son atelier et sortit à pied dans le froid. Il marcha lentement jusqu'à la petite place du village, celle où trônait encore l'ancien banc communal, celui qui grinçait quand on s'y asseyait. Là, à la lumière douce du lampadaire, quelques habitants parlaient encore des tensions des derniers jours. En le voyant approcher, les discussions cessèrent. Sans protocole, sans micro ni manuscrit, Gabriel parla. D'abord doucement, à peine audible, puis avec des mots plus clairs, plus fermes. Il expliqua comment, 23 ans plus tôt, il s'était retrouvé acculé à vendre l'ancien atelier, pas par choix, mais par nécessité. Il raconta la solitude après le départ de ses filles, les lettres qu'il avait écrites sans jamais oser les envoyer, et ce sentiment d'avoir tout échoué, sauf peut-être le silence. Il ouvrit alors la boîte et fit passer les lettres, les bouts de papier où il notait des souvenirs, des phrases inachevées, l'odeur du bois qu'il décrivait quand il pensait encore à raconter tout ça à ses enfants. Chloé, présente parmi la petite foule, écoutait tête baissée, les yeux embués. Hugo, à ses côtés, glissa doucement sa main dans la sienne. Elle ne dit rien, se contenta de la serrer. Camille, arrivée un peu plus tard, resta en retrait, mais ses yeux, humides eux aussi, trahissaient ce qu'elle ressentait pour la première fois. Elle comprenait que l'histoire n'était pas simple, qu'il n'y avait ni bon ni mauvais, juste des gens dépassés à des moments clés, obligés de choisir entre tenir bon ou céder au silence. Ce soir-là, le village ne dormit pas facilement, mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de colère dans l'air, seulement un début de compréhension. Le cœur de Saint-Martin-des-Bois, secoué ces derniers temps, battait à nouveau à l'unisson, lentement, mais pour de bon. Le lendemain matin, alors que la brume s'attardait encore sur les toits de Saint-Martin-des-Bois, Gabriel arriva tôt au local provisoire du projet. Une vieille salle, peu chauffée, aux murs couverts de plants suspendus, avec des punaises. Il n'avait pas fermé l'œil, et pourtant ses yeux brillaient comme s'il revenait d'un long voyage. Dès que Chloé entra, suivi peu à peu par une dizaine d'habitants, il se leva, posa un carnet usé sur la table, celui retrouvé dans une malle de l'ancienne maison, et prit la parole. Il déclara sans détour que ce qui s'était passé la veille n'était pas une fin mais un début, puis lança une proposition que personne n'attendait, reconstruire l'atelier. Pas pour en faire un musée figé, ni un lieu froid d'exposition, mais un vrai lieu de travail, bâti à l'ancienne, avec les techniques notées par son propre père, Maurice, dans ses carnets noircis à la main. Et il ajouta un pari. Finir cette reconstruction en 3 semaines. Si la mission réussissait, il ferait don du terrain et du bâtiment au village, pour que l'espace appartienne à tous, sans condition. Un silence léger suivit. Camille, debout au fond de la salle, croisa les bras, secoua la tête, incrédule.
Pour elle, cette idée n'avait aucun sens. Elle savait ce que représentaient les délais, les assurances, les questions de sécurité. Elle murmura « Plus pour elle-même que pour les autres. On ne construit pas un futur solide, avec des souvenirs. » Mais personne ne répondit. Ce furent les plus âgés qui levèrent la main les premiers, puis les jeunes. En un quart d'heure, une liste de noms se forma. On parla de scies, de rabots à retrouver, de clous rouillés à remplacer. Les mots « on peut essayer » devinrent « on va y arriver ». Quelqu'un proposa même de filmer les étapes pour en faire un témoignage. Camille observait tout cela sans interférer, partagé entre l'agacement et une forme étrange d'émotion. Et très vite, le bruit du bois coupa le silence. Les outils ressortirent des greniers. Les enfants du village traînèrent autour, des adultes curieux d'apprendre. Saint-Martin-des-Bois, sans tambour ni annonce officielle, se mit à reprendre vie. On n'avait pas vu une telle effervescence depuis bien longtemps. Dès le deuxième jour, l'ancien atelier reprenait forme, mais autrement. Gabriel, le vieux menuisier qu'on appelait autrefois le bourru du village, retrouva son rôle, sans même vraiment le chercher. Il marchait entre les établis improvisés, corrigeait une prise, montrait un geste, récitait de mémoire des connaissances que personne n'avait notées, mais qui semblaient gravées dans ses mains. Chaque clou enfoncé, chaque planche ajustée devenait plus qu'un simple morceau de bois. C'était un relais entre générations. Des voix d'hier se faisaient entendre dans le présent, entre deux coups de marteau. Les enfants, souvent, vissés à leurs écrans d'ordinaire, s'approchaient peu à peu, pas à pas. D'abord pour voir, puis pour toucher. On les voyait poser 1000 questions, les mains pleines de sueur, les yeux tout ronds. Les plus âgés du village, des collègues de Gabriel ou des retraités contents d'avoir encore du savoir à transmettre, se retrouvaient côte à côte avec des étudiants venus prêter main forte ou avec de jeunes couples installés depuis peu dans la région. Personne ne parlait de hiérarchie, chacun apprenait, une atmosphère rare, faite d'odeurs de pain et de rires étouffés, d'envie de bien faire. Un peu plus loin, sur un bout de pelouse nettoyé en vitesse, Chloé avait tendu une bâche entre deux piquets et y avait installé une table de fortune. C'est là qu'elle improvisait des cours pour les enfants, dessinant à la craie sur une vieille ardoise, racontant comment on pouvait construire une école avec les mains, mais aussi avec la tête. Certains jours, elle mêlait les leçons aux discussions sur l'histoire du village, invitait un ancien à parler de son enfance à Saint-Martin-des-Bois, juste pour rappeler que tout ça avait du sens. Camille, elle, restait en retrait. Depuis la véranda de la petite auberge où elle logeait encore, elle entendait les bruits du chantier, les voix portées par le vent. Elle regardait sans bouger, un mug de thé entre les mains, la mâchoire serrée. Pas de portable, pas de fichier Excel, juste les souvenirs qui revenaient. Elle ne disait rien, ne dirigeait rien cette fois. Mais elle regardait vivre ceux qu'elle croyait avoir perdu de vue. Et dans l'agitation d'un monde qui reprenait racine, elle redécouvrait doucement sa propre place. Le jour où tout bascula pour Camille, il ne se passa rien d'extraordinaire en apparence. C'était pourtant un moment net, un de ceux qu'on ne voit pas venir. Elle était sortie pour acheter du pain, avait marché sans but jusqu'au chantier, à la tombée du jour, juste pour voir. Elle ne s'attendait pas à ce que la lumière encore allumée dans l'atelier provoque ce qu'elle allait ressentir. En s'approchant, elle vit une silhouette fluette marcher lentement entre des planches empilées. C'était Jeanne, 82. Ande, la mémoire vivante du village, le genre de femme qu'on croise tous les jours, sans imaginer qu'elle peut changer quoi que ce soit. Et pourtant, ce soir-là, en la voyant sortir une poignée de clous d'un vieux sac en tissu, Camille sentit son ventre se nouer. Un peu plus loin, Antoine, un jeune architecte bénévole venu de Poitiers, apprenait à scier droit avec Léo, ancien menuisier à la retraite. Les deux riaient comme des gamins. Camille resta là, sans se montrer. Quand tout fut calme, elle s'aventura dans l'ombre de l'atelier. Gabriel, sans le savoir, avait laissé un petit coin allumé. Là, posée juste devant la baie vitrée, elle découvrit le fameux banc.
celui qu'il préparait depuis plusieurs semaines sans rien dire, sculpté dans une seule poutre d'un frêne abattu l'an passé. Solide, mais simple. Ce qui la frappa, ce furent les noms gravés sur l'assise. Maurice, Élise, Judith, Gabriel. Puis, tout au bout, 2 prénoms qu'elle connaissait mieux que les siens, Chloé et Camille. Elle s'agenouilla sans réfléchir, passa les doigts sur les inscriptions. C'était une caresse silencieuse. Il n'y avait pas de discours, pas de démonstration, juste un morceau de bois plein d'amour brut, offert comme une main tendue. Elle resta là un long moment, incapable de bouger. De retour dans sa chambre, elle s'assit devant son ordinateur et commença à écrire. Une lettre simple, sans colère. Elle remercia les dirigeants de H-Projet, leur annonça qu'elle quittait ses fonctions, qu'elle ne signerait plus aucun contrat de mécénat. Elle n'avait pas encore décidé de quoi demain serait fait, mais elle savait que ce chapitre était clos. Et dans ce silence-là, sur cette page blanche remplie de mots honnêtes, Camille sentit qu'elle faisait enfin la paix. Le lendemain matin, le ciel était clair au-dessus de Saint-Martin-des-Bois, comme s'il voulait annoncer quelque chose. Les premiers bruits du chantier commençaient à peine. On entendait le cliquetis des outils, des voix rapides échangées autour des « plans ». Gabriel, assis sur une caisse retournée, tenait un café fumant entre les mains, les yeux encore à demi fermés. Et c'est à ce moment-là que Camille arriva, les manches retroussées, un peu décoiffée, sans sac ni téléphone. Juste elle, dans un jean simple, ses vieilles baskets pleines de poussière. Un court silence tomba. Certains observaient sans trop y croire. Personne ne dit rien. Elle longea la façade en reconstruction, entra sous l'abri de fortune, chercha des yeux quelque chose à faire, puis attrapa une planche, du papier de verre et s'assit sur un petit tabouret pour commencer à poncer. Pas un mot, juste le grincement régulier du sable sur le bois. Les regards se croisèrent, les commissures des lèvres se relevèrent doucement. Ce n'était pas une scène spectaculaire, mais elle voulait tout dire. Au bout d'1 heure, Chloé arriva. Elle s'approcha lentement, posa une main sur l'épaule de sa sœur. Camille leva les yeux, juste un instant. Elles échangèrent un regard tenu, puis Chloé l'attira doucement dans ses bras. Aucun discours, pas d'éclat, un simple geste. Et là, sans prévenir, elles éclatèrent de rire. Un vrai rire presque idiot, parce que le vieux couteau à bois avait failli glisser et que Camille s'était mise à jurer comme un charpentier. Cette scène, si banale, fut en réalité la plus attendue de toutes. Dans l'après-midi, l'atelier fit une pause. On installa de longues planches sur des tréteaux. On sortit marmites et bols, et tout le monde se retrouva dans le grand réfectoire temporaire dressé en plein air. Des plats qu'on n'avait plus goûtés depuis l'enfance réapparurent. Gratin de pommes de terre à la crème, soupe aux poireaux, tarte aux noix. J'en avais même retrouvé une vieille recette de confiture de cajou que personne ne pensait refaire un jour en métropole. Les histoires circulaient en même temps que les cafés. On se souvenait, on se taquinait. Personne ne parla clairement de pardon. Mais chacun comprit que ce lieu ne serait jamais banal. Il serait vivant et surtout cher à tous. Parce qu'il avait été bâti à la main et réparé en silence. À 5 jours de l'inauguration, la cour de la future école résonnait déjà de rires et de pas pressés. Chloé, sans lampe ni tableau numérique, donnait cours sous la tente allongée entre 2 peupliers, là où l'air circulait mieux. 2 groupes d'enfants s'y succédaient chaque matin. Ils avaient entre 6 et 12 ans, certains encore, timides, d'autres déjà à l'aise, trop contents d'échapper à la routine pour venir apprendre autrement. Sur le côté, Hugo aidait quand il pouvait. Lecture à voix haute, petits jeux de scène pour faire bouger les mots, rire sur des dialogues improvisés. Ces séances donnaient un air nouveau au village, comme si l'avenir se dessinait déjà dans leurs cris joyeux. Et puis entre 2 rangées de chaises en plastique prêtées par la mairie, il y avait ces regards entre Chloé et Hugo, légers et complices, comme ceux des jeunes amoureux qu'ils avaient entêtés. Il ne s'agissait pas de refaire le passé, mais de marcher côte à côte à nouveau. Ils se retrouvaient dans le simple fait de faire ensemble, sans se promettre autre chose que le prochain jour.
Camille, de son côté, s'était mise en tête de terminer la maquette du village. Une idée née une nuit sans sommeil. Elle avait utilisé des planches de pain léger, un peu de verre récupéré et surtout son regard neuf sur ce lieu. L'ouvrage représentait chaque maison, chaque ruelle, mais aussi les nouveaux rêves. Un coin lecture sur la placette, un petit théâtre en plein air, des panneaux solaires sur l'ancien hangar. Elle n'avait demandé l'avis de personne. Elle voulait juste raconter à sa manière ce qu'elle avait compris. Quand elle apporta la maquette à Gabriel, il ne dit rien tout de suite. Il la regarda, puis regarda Camille. Ses yeux se remplirent d'eau, doucement, sans débordement. Il prit la maquette comme on prend un souvenir précieux. Puis, lentement, la déposa à l'entrée principale de l'atelier. Pas cachée au fond, non, bien en vue, à hauteur des regards, comme un signe qu'on accepte tout ce qui s'est passé, comme un « je te pardonne » qui n'a pas besoin de mots. Et tous ceux qui passaient là après ça savaient que ce petit carré de bois et de verre contenait bien plus qu'un simple plan. C'était une réconciliation. Le jour de l'inauguration, une brume légère enveloppait Saint-Martin-des-Bois comme une écharpe posée doucement sur les épaules du village. Il ne faisait ni froid ni chaud, juste cette atmosphère suspendue, comme si même le temps attendait que quelque chose d'important se passe. Dès le matin, les habitants commencèrent à se rassembler devant le bâtiment rénové. Les enfants couraient autour des bancs. Les anciens, eux, restaient debout, eux droits, les mains dans les poches ou croisés derrière le dos. Le bois clair des nouvelles charpentes contrastait avec les pierres anciennes, et les volets repeints donnaient au lieu un air de renouveau tout en respectant son histoire. À midi pile, les cloches de l'église sonnèrent 3 fois d'affilée. Ce son résonna longuement, comme un appel qu'on n'attendait plus, mais qu'on reconnaît quand même. Tous les regards se tournèrent alors vers la petite place centrale, où le banc préparé par Gabriel avait été installé. Il brillait doucement sous la lumière. Pas une lumière forte, mais celle du soleil filtrée par les petites ouvertures de la brume. Le bois poli révélait chaque nom, chaque entaille faite à la main. Le passé y respirait à petits souffles. Paisible, Gabriel approcha à pas lents, entouré par ses filles, Chloé et Camille, une de chaque côté. Il marcha sans rien dire, mais chaque pas parlait pour lui. Arrivé devant le banc, il marqua une pause, balaya la foule des yeux, puis s'assit en silence. Ses mains se rejoignirent sur ses genoux, calmement, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie, sans savoir à quoi il ressemblerait. Il ne pleurait pas, mais ses yeux étaient brillants, et ses épaules semblaient plus légères que jamais. Camille posa une main sur son épaule. Chloé s'assit à côté de lui. Aucun discours officiel ne fut prononcé. Ce n'était pas nécessaire. Chacun dans la foule savait ce qui s'était passé ici. Le travail, les larmes, les retrouvailles, les choix faits à contre-courant, les gestes tendus et reçus. Le banc devenait plus qu'un meuble. C'était une preuve, presque vivante, que l'histoire pouvait se poursuivre sans être effacée. Ce qui avait commencé dans la douleur se transformait en lien. Non pas en possession, mais en appartenance. Tout, l'après-midi, le petit village de Saint-Martin-des-Bois vibra comme jamais auparavant. Des journalistes étaient venus de Tours, de Nantes, même une équipe d'une chaîne culturelle nationale envoyée par l'association Patrimoines en Partage. Les caméras filmaient les façades colorées, les mains pleines de peinture, les sourires marqués par le travail. On cherchait à documenter, à capter l'essence de ce lieu, devenu symbole de résilience et d'engagement collectif. Mais pour les habitants, l'essentiel ne se trouvait pas dans les objectifs ni dans les interviews. Derrière le bâtiment principal, sous les tentes qui avaient servi de salle de classe pendant des semaines, une grande discussion avait pris forme naturellement. Des chaises avaient été alignées, quelques bancs ajoutés, et là, sans micro, sans mise en scène, jeunes et vieux s'étaient réunis. Jeanne montrait comment on utilisait une varlope. Théo, 16 ans, découvrait le nom des outils et les gestes qui ne s'apprennent pas sur YouTube. À côté, Léo racontait l'époque où l'électricité arrivait au village et comment on s'éclairait autrefois à la bougie.
On n'enseignait rien à proprement parler, on transmettait. Et dans cette grande conversation sans plan, il construisait encore quelque chose de précieux. Un peu plus tard, Chloé se leva, entourée de ses élèves. Tous portaient un t-shirt uni fait pour l'occasion, avec le dessin de la nouvelle école imprimé à la main. Sans micro, elle parla simplement comme à l'école. « Ceci est votre maison à vous et à ceux qui viendront. Écoutez ce que vous avez écrit. » Les enfants récitèrent des poèmes qu'ils avaient composés en petits groupes, des textes maladroits, mais remplis de vérité. On y parlait de racines, de familles retrouvées, de cabanes, de bancs qui rassemblent. Les adultes écoutaient, certains assis, d'autres debout, tous bouche fermée, cœur ouvert. Pendant que les enfants couraient ensuite dans la cour toute neuve, main dans la main, criant de joie, Hugo restait au fond, les bras croisés sur la poitrine, un sourire doux accroché au visage. Il ne disait rien. Il regardait Chloé rire au milieu des élèves, et dans son silence, il y avait tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient perdu, puis retrouvé autrement. Le temps passe, c'est vrai, mais ce jour-là, ils comprirent qu'ils pouvaient aussi réparer. Depuis ce jour d'inauguration, les choses ne se sont pas arrêtées, mais ont plutôt pris une autre direction, plus ancrée, plus calme aussi. Camille, qu'on appelle désormais à Saint-Martin l'architecte de la mémoire, n'est plus celle qui passait en coup de vent pour cocher des cases de projet. Elle a trouvé une manière d'être utile, à sa propre façon, en prenant le temps. Elle a plongé dans les vieux carnets de Margot, ses cahiers remplis de croquis, de relevés faits à la main, de réflexions techniques mêlées de souvenirs. Ce n'était pas juste des notes, c'était une vision d'ensemble d'un village pensé avec amour, pas seulement restauré, mais soigné. Avec cette base, Camille a monté une petite équipe, 2 ingénieurs locaux, des étudiants de la fac d'architecture de Bordeaux et une poignée de villageois qui voulaient apprendre. Ensemble, ils travaillent à rendre les projets fiables, viables et fidèles à ce qui fait l'âme du lieu. Elle ne dirige pas avec des ordres. Elle accompagne, questionne, partage ses doutes et ses trouvailles. C'est différent maintenant, et ça lui convient. 1 mois après l'inauguration, elle signe un partenariat avec une fondation nationale, Métiers du territoire, pour intégrer les techniques de construction traditionnelles dans les programmes d'école d'architecture. Elle propose des ateliers itinérants, des stages sur place. Le but, c'est que la main retrouve sa place à côté du savoir académique. C'est pas juste dessiner des bâtiments, c'est les écouter raconter ce qu'ils ont déjà vécu, dit-elle souvent. De son côté, Gabriel a officiellement rangé ses outils de fabrication pour la vente. Il préfère 1000 fois passer ses journées près de l'atelier en bois, entouré de jeunes venus apprendre à tailler, poncer, assembler. Il commence chaque atelier de la même manière, en tendant une planche et en disant tout simplement « écoute-la ». L'enfant pose l'oreille, et Gabriel sourit. Elle te parle, tu entends? Ce n'est pas un exercice, c'est sa façon de transmettre quelque chose qu'on ne peut pas écrire sur un plan. Dans chaque rire d'enfant, dans chaque effort, maladroit pour clouer droit, il voit un pont tendu entre ce qu'il était, ce qu'ils sont, et ce que le village deviendra. Un pont qu'il n'a plus peur de traverser. À la fin de la journée, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines douces qui entouraient Saint-Martin-des-Bois, une lumière orangée caressait les murs de l'atelier. Gabriel se tenait là, debout devant l'entrée, un peu en retrait, comme pour mieux voir l'ensemble. Le lieu avait changé, mais son odeur était la même, celle du bois travaillé, du labeur calme, du silence qui parle. À chaque pas qu'il faisait sur les vieilles dalles, il reconnaissait les bruits familiers, les encraquements, les échos doux des marteaux posés, les chuchotements du vent contre les panneaux. À ses côtés, Camille et Chloé étaient là aussi. Chacune avait repris sa place, non pas comme 2 gamines rentrées au bercail, mais comme 2 femmes qui avaient choisi d'y rester autrement. Elle lui prenait la main sans rien dire, laissant parler la peau, ce langage ancien et simple qui ne trahit jamais. Camille, avec ses idées nouvelles et ses plans ouverts. Chloé, avec sa manière de faire lien, de prendre soin du présent comme d'un jardin collectif. Ils restèrent là, un moment, tous les 3,
à regarder ce qui n'était plus un chantier, mais un repère. Rien n'avait été simple. Il y avait eu des silences, des colères, des murs presque tombés, mais tout ce qui avait été reconstruit l'avait été avec patience. Et dans chaque poutre, chaque vis, chaque couture de tissu, quelque chose avait été réparé qui ne se voyait pas sur les plans. L'atelier, maintenant, n'était plus seulement un toit reposé sur 4 murs. C'était une blessure anciennement ouverte, maintenant fermée, cousue ensemble par des mains qui avaient choisi de rester. Plus loin, des voix montaient depuis la placette. On entendait rire, parler un peu fort, appeler les enfants pour le repas. Le bois crépitait encore dans un brasero. La vie ne s'était pas arrêtée après les discours. Au contraire. Gabriel posa un regard sur ce tableau familier. Il savait que les choses continueraient à changer. Il n'avait pas besoin d'être au centre, ni d'expliquer. Il suffisait d'écouter les rires, le cliquetis des outils, et ce bruit si particulier du bois qu'on entaille avec soin. C'est là que ça recommençait, dans ce moment précis, dans ce cœur d'homme qui, sans grands mots, avait toujours su aimer avec les mains.